Donc je vais commencer par des actualités. Je vais un peu les écourter parce que mon collègue Laurent a une conférence un peu longue, donc je vais tailler un petit peu. Ne vous étonnez pas si vous me voyez passer vite sur certaines diapos. J'avais été... Tout ça c'est toujours pareil, je regarde toute l'actualité, puis ensuite déjà moi je taille un maximum. Et ben là on va tailler encore plus. Voilà, c'est parti. Alors, donc on va parler d'ufologie, d'astronomie, et puis un petit peu d'astronautique et d'exploration du système solaire, et des annonces bien sûr. Le stand du saut, malheureusement, le responsable il n'est pas là. Donc, par contre, il y a le stand de Lumière dans la nuit, de notre ami Jean-Louis Lagneau, qui est donc qui est sur une table juste là, à l'entrée, qui vend des revues de sa, et puis des livres. Donc là, en ufologie, je vais faire un petit peu la pub de mon ami Gilles Thomas, donc la Galaxie ODH TV. J'appelle ça la ODH TV parce qu'il y a pas mal de choses. Donc c'est déjà assez ancien, c'est déjà dans les années 2000, il s'était lancé. Et ODH TV, le but, c'est à la fois la conservation de toutes les informations ufologiques, mais sous forme de reportages ou de vidéos, et c'est aussi l'actualité. Alors, il n'y a pas que l'actualité d'ailleurs ufologique, maintenant il s'est lancé aussi dans l'actualité scientifique. Mais là, je vais montrer que la partie ufologique. Donc, ça, c'est une copie d'écran que j'ai pris sur Facebook. Donc, il y a ODH TV, qui est, je dirais, le site de Facebook principal, et puis les infos d'ODH TV. Donc, voilà, il suffit de se connecter en Facebook sur ODH TV, et vous allez tomber sur toutes les petites vidéos, que ce soit des reportages, alors des reportages sur site, auprès de personnes, anciennes personnes qui ont donné pour l'ufologie ou qui donnent à l'heure actuelle. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc là, c'est un reportage qui a eu lieu très récemment. Il y a eu ce qu'on appelait les Galactic Days à Auxerre, c'est-à-dire une convention de science-fiction, avec beaucoup de stands où des gens vendent des babioles ou des livres, même pas que des choses très intéressantes de valeur, ainsi que des maquettes, etc. Il y avait aussi une sorte de bal costumé, des gens déguisés. Donc il y a eu un petit reportage par ODH TV. Maintenant il y a aussi ODH TV aussi sur YouTube, donc toutes ces vidéos sont accessibles. Donc par exemple vous avez là ce qu'il appelle le JT OVNI, journal télévisé OVNI, OVNI dans la Nièvre, OVNI dans le Jura, qui a quand même fait 37 000 vues il y a 3 mois, c'est même pas mal pour un reportage quand même assez ciblé. Et puis comme vous voyez, les interviews, l'interview d'Éric Jurker, qui est un ufologue qui commence à être assez connu, qui a fait une conférence ici d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur YouTube, sur la chaîne Patrice Galacteros. Malheureusement, j'ai pas voulu créer, au début j'ai pas créé une chaîne OVNI Paris, j'ai créé une chaîne à mon nom, c'est resté comme ça. Bon, il y a aussi ODH TV 2 et puis ODH TV Archive, dans lesquels Archive, comme le nom l'indique, il met des choses qui sont déjà anciennes. Bon, comme j'ai dit, je vais aller assez vite, des archives dans les archives. En 2 mots quand même, sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'affaire des airships au 19e siècle, et en 1896-97, les États-Unis ont été parcourus par des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux aériens d'origine inconnue. Soi-disant, c'était des industriels ou des philanthropes qui avaient financé ça. Et puis voilà, puis c'est disparu. En général, on considère que c'est une blague lancée par des télégraphistes ou par des journaux. Mais il semblerait qu'en fait, ce soit beaucoup plus vaste, que ces airships datent non pas de la fin du 19e siècle, mais au début des années 1850, par là, qu'il y aurait des liens avec des groupes des secrets allemands de ces années-là, hein, par les nazis. Donc c'est quelque chose à creuser. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça élargit un peu le débat. Allez, j'en dis pas plus. Ufologie, alors ça c'est important, vous savez que récemment, enfin maintenant ça commence à faire 2 ans, le New York Times a publié des nouvelles sur les ovnis, que les Américains appellent UAP, Unidentified Aerial Phénomène.
c'est la même chose que PAN en français, le phénomène aérien non identifié. Et donc ça a été reconnu, le gouvernement, enfin la Navy, l'armée américaine a reconnu la réalité des observations faites depuis des navires de guerre ou faites par des avions, des F-18 de l'aéronavale américaine. Richard Dolan il dit oui c'est bien beau, on reconnaît la réalité, on dit tout ça c'est inconnu, mais néanmoins il faudrait quand même commencer à aller un peu plus loin et se dire ces engins qui ont des caractéristiques, ou ces choses, ces engins ou ces choses, on ne sait pas exactement, on va rester prudent, ont des caractéristiques absolument extraordinaires, capables de démarrer et de plusieurs dizaines de kilomètres et de tomber sur le niveau de la mer, de s'arrêter, de virer à toute vitesse dans tous les sens, en se moquant des lois de l'inertie. Donc ces choses-là, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que c'est fait sur Terre ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Il faut se poser ces questions, c'est ce qu'il dit et je crois qu'il a bien raison. Alors, voilà. Aussi lié à ces révélations, d'ailleurs vraiment lié parce qu'il y a un groupe qui s'appelle TTSA, c'est To The Star Academy. C'est présidé par un ancien rocker, Tom DeLonge, un groupe qui s'appelait, je crois, Blink 82. C'est pas ma tasse de thé, mais enfin, et donc ce groupe comporte aussi des gens, des anciens de la CIA et des chercheurs, scientifiques de haut niveau. C'est ce groupe en fait qui est à l'origine des révélations faites par le New York Times. Et ce groupe est aussi était piloté en sous-main par des sénateurs américains. J'en ai parlé plusieurs fois ici. Donc ce groupe, récemment, alors je pense que... Ouais, c'est un peu curieux. Ouais. Ce groupe, en fait, a prétendu posséder des artefacts, je crois que c'est le mot que emploient beaucoup les Américains, celui en fait des objets artificiels d'origine OVNI, et donc ils ont lancé un programme d'études. Et là, comme c'est une société privée, parce qu'on n'est pas en France avec des sociétés de loi 1901, qui sont avec des bénévoles, là-bas c'est des sociétés privées avec des actionnaires, et ils cherchent à faire du profit, à faire du business. Donc ils ont quand même réussi à trouver un contrat avec l'armée américaine, ce qui porte le nom un peu ridicule en français de CRADA, mais toujours est-il que c'est une coopération entre ce groupe privé et l'armée américaine, dans le but c'est d'améliorer les véhicules militaires américains, quels qu'ils soient. Bon, à la fin, je crois qu'ils exagèrent un petit peu, ils parlent de sciences des matériaux, d'ingénierie de l'espace-temps, s'il vous plaît, par exemple ça, physique quantique, la propulsion par faisceau et camouflage actif. Moi j'aurais tendance, mon dit que c'est plutôt au niveau du camouflage que c'est ça qui intéresse. Voilà, donc c'est assez amusant qu'ils cherchent des ovnis qui trouvent un contrat militaire. Bon, mais ça c'est l'américain, c'est comme ça que ça marche. Après on va parler un petit peu d'astronomie. Alors pareil, je vais tailler un peu. Mars, la vie aurait été découverte par Viking en 1970. Alors je vais sauter tout ça, même si c'est intéressant. Le principal investigateur de la NASA de l'époque, lorsque les deux sondes Viking ont atterri et ont commencé leurs études du sol de Mars, lui est persuadé que les expériences qui avaient été embarquées sur les sondes Viking pour détecter la vie, les résultats sont positifs. La NASA dit non, c'est vrai qu'il y a deux expériences qui sont très positives, mais la dernière, détection de matière organique, n'a pas fonctionné. Donc, on n'a pas trouvé la vie sur Mars, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. Et donc, cette personne-là, qui s'appelle Levin, cet investigateur américain, continue à défendre sa thèse qu'il a trouvé la vie sur Mars. Et tout ça ressort parce que, bientôt, très certainement, la probabilité que les hommes aillent sur Mars, d'un seul coup, elle est devenue plus grande, grâce aux travaux de SpaceX. Jusqu'ici, on pensait que c'était SpaceX, il allait se planter, que vraiment il exagérait, et puis en réalité, il progresse, il avance. Je vais en dire deux mots par la suite. Alors, on va avancer. On va passer plusieurs slides.
penser en anglais en plus. Ça, c'est juste, comme j'ai dit, pour le plaisir des yeux. C'est des photos prises par la sonde Junon de la planète Jupiter, prises dans une perspective complètement différente, puisqu'en fait, l'axe des pôles, il est parallèle à l'écran, vous voyez, le pôle est là, l'autre est derrière, c'est-à-dire qu'on voit la planète comme on la voit, on ne peut pas la voir, nous, depuis la Terre. Et vous voyez, il y a beaucoup de bleu, alors qu'en général, la planète est plutôt jaune. C'est assez... Alors, sur l'écran, un écran à haute définition, c'est encore mieux que projeté ici, mais c'est quand même assez spectaculaire. C'est pour ça que j'ai dit pour le plaisir des yeux. Alors, on va en envoyer une autre, deux, trois autres. Regardez ces convolutions, on dirait de l'art abstrait. Là aussi, c'est vraiment assez extraordinaire. C'est pas la même échelle. Là, on est dans la partie équatoriale, plus jaune. Et là, je dis retour à la science, parce que, même si c'est assez esthétique, les nuages blancs qu'il y a au milieu, là, c'est en fait, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, mais c'est des ascendances qui vont produire des nuages blancs au-dessus de cette couche inférieure. Bon, pourquoi à cet endroit-là, mystère. Alors, en France, sur Terre, en France, il y a un type un marginal, un scientifique marginal. Il est quand même au Collège de France, hein. Donc c'est pas n'importe qui. Mais c'est quand même un marginal parce que lui, quand il faisait ses travaux dans ses Alpes pour construire des télescopes, bah, il n'avait pas de tracteur, il avait un cheval. Et puis il n'avait pas de groupe électrogène, quoi que ce soit, il avait des panneaux solaires, déjà à l'époque où les panneaux solaires marchaient pas tellement. Et il continue, lui et son équipe de jeunes, à travailler comme ça de façon bénévole, à mettre au point ce qu'on appelle un hypertélescope. Donc vous voyez, en fait, c'est une vallée glaciaire, une ancienne vallée glaciaire. On utilise la forme de la vallée pour mettre plein de petits miroirs sur des trépieds, donc pas besoin de faire des routes d'accès, mais créer un énorme socle en béton, mettre un énorme télescope, on met simplement des trépieds. Au milieu, vous voyez les lignes noires, et puis la tache blanche, c'est une nacelle qui va recevoir la lumière envoyée par les petits miroirs, l'ensemble compose comme un grand miroir, un immense miroir, et la nacelle va fabriquer une image à partir de tout ça. Je ne sais pas si vous voyez en bas, là, il y a une tache, un rond jaune. Ce rond jaune, ça matérialise, ça indique les miroirs qui vont être utilisés par la nacelle. Parce qu'en réalité, les nacelles, on peut en mettre 3 ou 4 en même temps. Donc vous n'avez pas, avec ce système, vous n'avez pas un seul télescope, mais vous pouvez en avoir 3 ou 4 en même temps. Celui-là, c'est un modèle un peu grand, et il en existe un petit qui a vu, comme on dit, la première lumière, et qui fonctionne apparemment. Ils l'utilisent pour regarder l'étoile Vega, de la Liga. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a des idées en France, un petit peu. Par contre, il est tout seul, évidemment, et il n'est pas aidé par l'institution, parce que c'est justement son côté marginal qui développe. Et puis, c'est un projet qui ne coûte rien, donc évidemment, ça n'intéresse pas grand monde. Là, c'est l'endroit où ils comptent construire réellement leur super télescope. Entre le parc du Marcantour et puis la Savoie. Non, le parc du Marcantour, c'est assez bas, donc c'est dans la Haute-Provence. Voilà encore des idéalistes et un style différent. Alors cette dame-là, c'est Gilles Tarter, elle est assez connue. Elle dirige l'Institut SETI. Et là encore, c'est un peu le signe des temps. La NASA, le SETI autrefois faisait partie de la NASA. Ils ont été mis dehors par des sénateurs américains qui ont dit on en a marre de cette recherche. Le SETI, c'est l'Institut de recherche de l'intelligence extraterrestre. La NASA donc s'est débarrassée du SETI, le SETI a trouvé des capitaux privés, il a continué, et maintenant retour un petit peu avec la NASA, puisque il y a un télescope qui s'appelle TESS, TE2S, un petit télescope qui sert à affiner les recherches de planètes extrasolaires. Il dégrossit le problème, et ensuite les gros télescopes comme Hubble, ou ceux qui vont être mis en orbite dans le futur, utiliseront ces données pour vraiment caractériser plus finement les planètes. Et donc la NASA avec TESS et l'Institut de SETI vont collaborer. Donc retour à la collaboration
sur la recherche d'intelligence extraterrestre. Ceci dit, on n'est pas dans l'ufologie, hein, parce que cette dame-là, elle est très sérieuse. Hein. L'ufologie, les parasciences, tout ça, elle ne veut pas en entendre parler. Mais peu importe, ça fait avancer Schmilblick, je dirais. Donc j'ai dit à peu près tout. Là, oui. Ce petit télescope a déjà trouvé 1000 planètes, il espère atteindre les 10 000. Quand je dis il est petit, il fait 40 cm de diamètre. Hein. Moi, j'ai pratiquement la même chose chez moi. Ouais, je vais peut-être en parler. Oui, je vais parler de ça rapidement. Vous savez que la théorie prépondérante pour l'origine des planètes, c'est qu'autour d'une étoile, il se forme un disque d'accrétion. Quand la planète se forme, donc il y a de la matière qui est laissée pour compte. Cette matière, dans le plan équatorial de l'étoile, forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et dans le disque d'accrétion, donc, il y a des gaz, il y a des poussières et tout ce que l'on veut. Et tout ça peut donner des planètes. C'est comme ça qu'on explique notre système solaire. Et comme on sait qu'au centre de notre galaxie, et par exemple toutes les galaxies, il y a un trou noir, et autour, donc de masse énorme, et qu'autour, il y a un disque d'accrétion aussi, ben, quelqu'un qui a eu l'idée, et si là-dedans il se fabriquait des planètes. Mais alors vu que le disque, la forme du disque et la gravité, j'ai envie de dire deux mots là, est telle qu'il pourrait y en avoir des millions de planètes à l'intérieur de ce disque d'accrétion. Ouais, ce slide-là, c'est pour montrer que, pour expliquer un peu, rentrer un peu dans le détail, c'est pour expliquer qu'en bas, vous avez le système solaire, enfin la partie interne du système solaire, avec les planètes bien connues, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et vous voyez que, on voit, c'est un peu flou, mais il y a cette zone-là, ici, là, en fait, l'équivalent, le système solaire de Trappist 1, les 7 planètes sont ici, à l'intérieur de ça. Donc vous voyez, c'est un système infiniment plus compact que le système solaire. 7 planètes à peu près de la même taille que la Terre. Et par contre, comme ils sont beaucoup plus près de leur étoile, eh ben, ils sont soumis à une gravité beaucoup plus forte. Et ce qui doit expliquer pourquoi tout ça c'est stable. Normalement, on s'attend à un jeu de billard, à des catastrophes, des destructions de planètes. Bah non, c'est stable. Donc l'idée qu'autour du trou noir de la galaxie, il pourrait y avoir quelque chose de stable aussi. Allez, on avance. Voilà le fameux un dessin sur le trou noir. Et voilà un dessin d'un travail de simulation sur ordinateur où un spécialiste justement de simulation, mais pas un astronome, a montré qu'on pouvait avoir des étoiles et des planètes dans la zone habitable grâce à ces étoiles. Donc là, c'est un exemple où il a réussi à caser 550 planètes sur des orbites stables. Donc, peut-être que demain, on va apprendre qu'il y a des millions d'étoiles, de planètes par là-bas. Je trouve ça un peu... Bon. Un trou de verre au centre des galaxies. Bon, je vais passer. Trou de verre, c'est intéressant. On va passer à l'astronautique. Alors bon, vous avez tous, je pense, entendu parler de SpaceX. Bon, ils vont de succès en succès. Ils ont eu quelques déboires. Récemment, leur vaisseau Dragon, sur des essais au sol, a explosé. Embêtant. Mais ils l'ont réparé. C'est en train de s'améliorer. Donc ils construisent surtout, maintenant ils ont construit d'abord Falcon, petite fusée Falcon 1, qui leur a permis de se faire les dents et de montrer à la NASA qu'ils étaient sérieux. Ils l'ont abandonné, ils ont construit ensuite Falcon 9, qui est une fusée moyenne, équivalent d'Ariane à peu près maintenant. Ils l'ont améliorée, au début elle était plus petite qu'Ariane, mais maintenant elle est à peu près équivalente. Elle est extrêmement bon marché, pourquoi? Parce que notamment le premier étage est récupérable. Hein, ça c'est une énorme réussite, ils ont été les premiers à se lancer là-dedans et à réussir. Et grâce à ça et aussi comment dire, une direction extrêmement dynamique du propriétaire de la boîte, ils arrivent à des prix abattables. Ils ont décidé, ensuite ils ont fait le Falcon Heavy, c'est-à-dire qu'ils ont collé ensemble 3 Falcon 9. Bon, ça a marché, c'est pas une immense réussite, ils en ont vendu que 2 pour l'instant. Mais ils construisent maintenant ce qu'ils appellent le Starship, c'est-à-dire une fusée entièrement récupérable. Le premier étage va être récupérable et le deuxième aussi, mais pas de la même façon. Le premier étage sera récupérable comme les premiers étages de Falcon 9, et le deuxième étage, il va planer en partie, il fera une pirouette, il se posera aussi sur la queue,
comme les autres. Alors ils ont fait des prototypes, un tout petit prototype avec un seul moteur, que voici, que vous voyez là, à terre, et puis au décollage, et puis en train de se balader dans les airs. Donc c'est une grande réussite, ils sont passés à l'étape suivante. Donc là, c'est le Starship dont je viens de vous parler. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on ne se croirait pas dans l'astronautique. Hein. On est revenu à la tôle, vraiment le tôle et boulons, là. Hein. C'est le cas de le dire. Vous voyez, c'est en plein air, c'est au Texas. En plein air, ils construisent, ils soudent les tôles et ils construisent leurs fusées. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'autrefois, on construisait les fusées au plus léger, avec des matériaux composites, du carbone et des choses comme ça. Et lui, ils sont malins dans ces boîtes-là, ils se sont aperçus qu'en réalité, en partant avec des matériaux beaucoup plus lourds comme l'acier inoxydable, l'acier inoxydable du commerce standard, eh ben, on arriverait à faire une fusée plus légère. Total. Et donc ils se sont lancés immédiatement, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient fait avant, et ils sont mis. Et donc si vous regardez bien, là, on voit bien ici, on voit les soudures, hein, c'est de la grosse ferraille, ça marche. Là j'ai mis un petit diagramme qui montre le planning. Alors les plannings d'Elon Musk, du patron de SpaceX, ils sont optimistes, on va dire. Mais néanmoins, dans un mois ou deux, Starship devrait faire un vol suborbital. Et puis l'année prochaine, ou dans 2 ans, l'année prochaine, on appelle aller en orbite. Et puis le débarquement sur la Lune avec des hommes prévu en 2024. C'est-à-dire en même temps que la NASA, qui probablement n'y arrivera pas. Là, une photo, un dessin d'artiste montrant ce que peut faire un Starship. Après, quand même, pas en partant directement de la Terre, hein. Comme ça, il y a un premier étage qui va revenir sur Terre, et ensuite il faudra qu'il se qu'il prenne du carburant en orbite. Un ravitaillement en orbite, ouais. Merci. Et la bouche un peu chèche. Et cette machine, ce que je n'ai pas dit, c'est quand même important, c'est qu'elle pourra mettre plus de 100 tonnes en orbite basse, et également 100 tonnes sur la surface de la Lune. Donc pourquoi pas faire des descentes astronomiques sur la Lune, faire tout ce que l'on veut. Et il faut bien sûr que les coûts soient très, très bas. Et apparemment, ils vont être très bas. Parce que l'idée, et bien sûr, c'est quand on jette, c'est un petit peu comme si en avion, pour aller de Paris à New York, vous jetiez l'avion à l'aller, puis que vous le rejetiez au retour, ça coûterait très cher le billet. Mais donc l'idée de récupérer les fusées, de les relancer jusqu'à des centaines de fois. Alors, on va voir si ça va marcher, mais je crois que ça marchera au moins un peu. On va passer, là, bon, vous savez qu'Israël et l'Inde avaient essayé de poser un petit atterrisseur sur la Lune. Et ben, ça a raté à quelques centaines de mètres près. Mais ils vont recommencer dans 2 ans à peu près. Bravo. Il y a un concurrent à SpaceX, mais on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'ils sont très secrets. C'est Blue Origin, mais quand même qui ont fait des choses pas mal. J'ai mis là à droite ce qu'ils appellent le New Shepard. Tous leurs fusées, ça porte des noms de cosmonautes américains. Le premier à avoir été dans l'espace, c'était Shepard. Il avait fait un bond suborbital, comme on dit, qui n'avait pas vraiment atteint l'orbite. Il était monté et redescendu juste après. Glenn, c'est le premier américain à avoir été en orbite. Et il prépare dans le futur un New Armstrong, c'est-à-dire une énorme fusée. Ça, elle est déjà énorme. Elle est beaucoup plus grosse, 2 fois plus grosse au moins que la fusée Ariane en capacité. Et le premier étage aussi sera récupérable. Donc ça va vraiment être un gros concurrent de SpaceX. Mais pour l'instant, ils ont 2 ans de plus que SpaceX, et ils n'ont quand même pas encore mis un seul satellite en orbite. Donc on va voir. Leur motto, c'est en latin gradatim ferociter, pas férocement. Sachant que le patron, c'est Bezos, de Férocité, je pense que il doit être là. Bon, là, je vais passer très rapidement. Effectivement, au centre spatial Kennedy, ils récupèrent les anciens sites Apollo, notamment la zone 36, là, et ils construisent leurs bâtiments, leur zone de tir. Là, c'est un dessin d'artiste, hein, ça, par contre. Ce qu'on voit au premier plan, c'est
la tour qui va permettre d'arroser la tranchée de décollage de la fusée pour empêcher qu'elle soit détruite par les flammes de la fusée. Bon, je passe. Et ben on arrive vers la fin. Dans 14 jours, dans 2 semaines, nous recevons, pas ici de celle-là, mais dans une autre salle à côté, Patrick Drouot, dont le titre de la conférence c'est X-Files revisité, les remote viewers et espions psy. Il a donné cette conférence à Annecy, apparemment ça a bien réussi, donc j'ai décidé de lui donner sa chance ici. Voilà, il faut réserver, hein, absolument, il n'y a plus beaucoup de place. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce que j'ai déjà 40 places. La salle, j'ai essayé d'en tirer le maximum pour essayer d'avoir 70 places, mais bon, je vais bientôt être obligé de tirer le rideau en quelque sorte. En décembre, un ufologue qui commence à se faire un nom, Sylvain Matisse, spécialiste des OANI. Il a déjà écrit un livre, il en a écrit un deuxième, OANI, complément d'investigation. Donc il va nous parler, les OANI, vous savez peut-être pas ce que c'est, c'est des objets aquatiques non identifiés. En fait, on fait souvent des ovnis capables de plonger dans la mer ou les lacs et d'en ressortir. Et il y a de nombreux témoignages, que ce soit dans des lacs très lointains comme le lac Baïkal ou d'autres lacs d'ex-URSS ou dans la mer. Et récemment, les choses dont je parlais, là, de ce qui a été vu au large de la Californie depuis le porte-avions Nimitz ou les F-18 qui ont vu ces objets, eh bien, il y a eu visiblement, comment dire, il se passait quelque chose dans la mer. Il y a eu un bouillonnement énorme, il y a eu quelque chose dans la mer aussi. Et puis en 2020, je n'ai pas encore les affiches, mais je prévois de recevoir Sheldon Duplay, qui est un historien attaché au ministère des Armées, qui est donc très intéressé par les ovnis, qui va nous en parler en nom propre, hein, pas en tant que militaire. Enfin, il n'est pas vraiment militaire, il est attaché aux armées. Gilles Bourdel, qui va redévelopper l'hypothèse extraterrestre. Et puis en mars, Pascal Fechner, qui va nous parler surtout du MUFON, mais aussi des études de ce qui se fait en termes de séries. Vous savez, il y a une série qui s'appelle Blue Book. Et il a envie de réagir sur cette série. Donc je ne sais pas encore exactement de ce qu'il va dire, mais bon, il y aura ces éléments-là. Bon, ben voilà. Et maintenant, la conférence. Donc voilà, je vais passer la main à Laurent. Laurent qu'on connaît bien, notamment il est membre du Sceau. Et puis autrefois il a travaillé sur OVNI Paris, bien avant que j'arrive, de l'époque de Lothaire. C'est lui qui faisait les vidéos, les anciennes vidéos, c'est lui qui les a faites.